Lamia le déroulé de l'après-midi, le programme. On le disait, l'action sur les compétences de base pour des jeunes qui sont fâchés avec la lecture, l'écriture conditionne souvent la réussite de leur parcours et ce qui se passe aussi, au-delà de ce parcours, ce qui se passe aussi dans leur entreprise lorsqu'ils sont salariés. On sait qu'il y a des transformations importantes aujourd'hui qui ont des effets sur la façon de travailler, sur le travail. La crise climatique qu'on traverse a des effets sur notre manière de travailler, de produire. Elle a des effets sur notre manière de circuler et aussi de consommer. Et donc ces effets-là, on les retrouve au quotidien. Dans le travail, on a fait le choix cet après-midi de consacrer une première table ronde sur le repérage, les enjeux, le repérage des situations d'illettrisme pour sécuriser ces parcours d'insertion, d'alternance. Et puis une deuxième table ronde qui se tiendra ici sera consacrée aux actions qui ont produit du fruit, du résultat, des actions inspirantes qui vous seront proposées pour qu'on puisse répondre ensemble à la question comment prendre en charge des situations d'illettrisme chez les jeunes en alternance. Parallèlement à ces tables rondes, se tiennent des ateliers de prise en main des outils, des services que vous avez évoqués, Madame la Ministre. Le premier de ces outils, c'est un service mis à votre disposition pour vous aider à évaluer les compétences de base qui sont déjà maîtrisées par les plus jeunes, le service EVA. Un deuxième atelier est consacré à une façon d'accompagner les jeunes qui combine l'acquisition des savoirs de base avec le numérique, l'acquisition des savoirs numériques. Et donc, on a appelé cette démarche duplex. On vous propose un atelier pour que vous puissiez vous familiariser avec cette démarche. Et puis, le troisième atelier, lui, est consacré aux solutions de médiation culturelle qui peuvent aussi, c'est pas souvent le chemin le plus direct, mais c'est souvent le chemin le plus sûr pour reprendre confiance dans ses capacités et pour renouer avec les savoirs de base. Donc ces trois ateliers se tiennent simultanément, en même temps que les tables rondes, pour celles et ceux qui se sont inscrits. Donc celles et ceux qui se sont inscrits vont quitter cet amphi, rejoindre les ateliers, et les ateliers sont dupliqués, c'est-à-dire que chaque atelier se tient 2 fois, et c'est 50 minutes à chaque fois. Donc la première table ronde, c'est 15h, 16h à peu près. La seconde, 16h, 17h. Les ateliers se tiennent 2 fois et 50 minutes à chaque fois. Et puis vous pouvez profiter aussi des stands. On vous demande de rejoindre l'amphithéâtre. Tout le monde doit être bien installé à 17h précises. La députée Béatrice Piron, qui est coprésidente du groupe d'études parlementaires, nous dira un petit mot à la fin de cet après-midi, et Christian Janin conclura nos travaux. On vous demande de rejoindre l'amphithéâtre à 17h. Lamia, je te passe le relais. Merci beaucoup Hervé donc pour la présentation. Donc là, pour toutes les personnes qui sont inscrites aux ateliers, on les invite du coup donc de rejoindre les salles. Donc la première salle, c'est à votre droite, c'est Eva. À votre gauche, juste en face, vous allez trouver la médiation culturelle. Et au fond, vous allez trouver l'atelier duplex. Pour ceux qui ne sont pas inscrits aux ateliers et qui souhaitent écouter et entendre donc des bonnes pratiques autour du repérage, ce sera donc là avec le premier atelier, la table ronde, pardon. Et du coup, donc en attendant que les personnes donc qui sont inscrites aux ateliers quittent donc la salle, je vais inviter les participants à la première table ronde de me rejoindre. Alors, j'invite Monsieur Patrick Kouatanea du Conseil régional Île-de-France, Monsieur Daniel Guiteau et Madame Aïcha Boudi de l'organisme JIDEF, Monsieur Martin Griffot de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et Monsieur Vincent Daubigny donc de l'OPCO Ocapiat. Donc cette première table ronde évoquera le sujet du repérage, la question du repérage. Comment repérer les situations d'illettrisme pour sécuriser les parcours des alternants?
Allez-y, installez-vous. Monsieur Koatanea, Monsieur Guito, Madame Boudi, Monsieur Griffo et Monsieur Daubigny. Alors, donc, merci pour votre présence à cette première table ronde. Merci à Monsieur donc Patrick Koatanea du Conseil régional Île-de-France, chef de service au Conseil régional Île-de-France, que je vous présenterai par la suite de manière plus détaillée. À Monsieur donc Daniel Guito et Madame Aïcha Boudi de l'organisme JDEF et Monsieur donc Vincent Daubigny de Ocapiat. Donc là, vous avez bien entendu avec l'intervention de Madame la Ministre et celle de Hervé Fernandez, la non-maîtrise des compétences de base engendre des difficultés quotidiennes, tant au CFA, puisque là on est au sujet donc vraiment de l'alternance et de l'apprentissage, tant au CFA qu'en entreprise, et accentue les risques d'abandon, mais les risques aussi d'insécurité au sein des CFA tout au long du parcours de l'alternance. Juste pour votre information, 21% des alternants abandonnent donc leur contrat en cours de parcours. Donc le chiffre quand même il est assez important. Et selon bien sûr les niveaux d'apprentissage, CAP, BEP, etc. Donc les chiffres sont aussi importants puisque on a plus de 32% des jeunes qui sont en CAP, BEP sont en grande difficulté avec la lecture et l'écriture, 18,7% pour les bacs pro. Donc les chiffres quand même sont assez importants. Afin de sécuriser au maximum les parcours, la question donc du repérage est un enjeu. Détecter, repérer, c'est très important pour pouvoir faciliter par la suite l'accès donc à l'apprentissage et bien sûr pour pouvoir mettre en place un accompagnement adapté tout au long de l'alternance. La question du repérage est cruciale, c'est l'objet de notre première table ronde. Comment faire pour repérer les difficultés avant d'intégrer le CFA? Donc c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment en amont on peut sécuriser pour pouvoir avoir ce qu'on appelle les parcours sans couture par la suite. La deuxième question, c'est comment sécuriser davantage ces parcours? Et surtout, pour les acteurs de l'alternance, est-ce que ces acteurs sont outillés pour pouvoir repérer, détecter, mais aussi pour pouvoir par la suite accompagner? Donc, c'est ce qu'on va voir en partie donc, lors de cette première table ronde, mais également lors de la deuxième table ronde, on aura d'autres précisions, d'autres initiatives sur la question de l'accompagnement. Avec donc les intervenants de notre table ronde, on va attaquer donc la question du repérage et la question de comment détecter avant d'accéder au CFA. Je vais commencer avec monsieur, donc avec le conseil régional qui est Île-de-France, qui est quand même un acteur clé pour la remobilisation, mais aussi pour la formation et la sécurisation des parcours de tout public, et particulièrement les jeunes. Monsieur Koatanea, vous êtes donc responsable du service conception et mise en œuvre des dispositifs du pôle formation professionnelle et apprentissage de la direction des parcours professionnels au conseil régional. C'est parfait. Bon. Alors, pouvez-vous nous dire pour quelle stratégie de repérage et de remédiation le conseil régional a opté? Donc, quelle est la stratégie du conseil régional pour pouvoir repérer et détecter les difficultés? Alors, oui, ça marche comme ça. Bon, d'abord, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On est en pleine réorganisation du pôle et du coup, les sigles là, on peut quasiment déjà les oublier. Il y en aura d'autres, pas forcément plus simples. Mais bon, en tout cas, oui, c'est vraiment important pour le conseil régional de pouvoir accueillir et former les personnes qui sont vraiment les plus éloignées de l'emploi et les plus en difficulté. Notamment depuis la décentralisation de 2014 qui a confié aux régions la formation sur les compétences de base ou les compétences clés. Voilà, on les appelle différemment selon ça. Donc là-dessus, c'est vrai que du coup, au conseil régional, on a cherché à mettre en place des dispositifs qui soient vraiment accessibles
au public les plus éloignés de l'emploi et surtout sans prérequis, quasiment sans prérequis, pour que vraiment n'importe quelle personne puisse rentrer sur un dispositif, même avec un niveau très bas, et se former. Parfait. Donc la question du coup là, pour pouvoir mettre en place des moyens pour remédier, pour repérer, détecter toutes les difficultés de tout public, donc sans exigence de niveau ou bien sans exigence de compétences, c'est quand même un défi important pour la région. Mais ce défi, ça se concrétise comment ? Donc par quel dispositif ? Oui, déjà, juste rappeler qu'on est quand même obligé aussi de travailler largement avec le service public de l'emploi, le service public de l'orientation, avec lesquels, voilà, ça marche pas toujours parfaitement, mais on essaye de travailler en bonne intelligence le plus possible. Et ensuite, c'est vraiment la mise en place de dispositifs. Les deux principaux dispositifs du Conseil régional dans ce domaine, c'est les parcours entrée dans l'emploi et compétences de base professionnelle. Donc c'est vraiment des dispositifs assez importants qui accueillent qui peuvent accueillir environ 20 000 stagiaires par an sur l'Île-de-France. Donc c'est vraiment des marchés assez conséquents. Et pour ces deux dispositifs, on a mis en place un outil qui s'appelle la carte de compétences régionale. Oui, il y a le... Qui est là, voilà. C'est ça, bien ça. On le retrouve, je pense qu'il y a certains qui sont familiers de ces petites illustrations, qui est vraiment un outil qui permet à la fois un positionnement ou un auto-positionnement des stagiaires sur différents axes, dont certains axes qui vont particulièrement concerner la maîtrise de la langue. Et donc, cette carte de compétences régionales permet vraiment la mise en place d'un diagnostic initial. Ensuite, il y a évidemment des évaluations intermédiaires, des évaluations finales. Mais vraiment, chaque stagiaire qui rentre dans ce dispositif a un diagnostic initial qui est mis en place sur la base de cette carte de compétences, qui permet vraiment de repérer exactement quel est son niveau, et notamment en termes de maîtrise de la langue. J'ajouterais qu'il y a des correspondances automatiques d'un positionnement sur cette carte de compétences, soit vers le socle CLEA, soit vers le référentiel A1 vers A1 du CRL. Je pense qu'il y a quelques spécialistes, je peux me permettre de citer ces notions un peu techniques. Et dernier point, et je pense que c'est vraiment très important, et ils sont présents ici, c'est qu'on a aussi un partenaire qui est vraiment très important pour nous, qui est le CDRIML. Centre de ressources illettrisme de l'Île-de-France. Oui, voilà. Et donc, le CDRIML organise notamment des sessions de professionnalisation des formateurs et des organismes de formation qui lui permettent de à la fois s'approprier cet outil, mais aussi de manière plus globale se former à la détection et à la pédagogie en lien avec l'illettrisme. Parfait. Donc, on a le centre de ressources d'illettrisme et de la maîtrise de la langue qui permet d'accompagner les professionnels afin de monter en compétences et mieux détecter les problématiques. Maintenant, concrètement, sur le terrain, pour les personnes elles-mêmes, donc comment elles sont accompagnées et comment on peut relever ce défi avec la mise en place de ce dispositif auprès des personnes. Je me retourne vers Monsieur Daniel Guiteau, qui est directeur général de l'organisme JIDEF. JIDEF est un des mandataires de dispositifs compétences de base professionnelles et parcours dans l'entrée dans l'emploi du Conseil régional. Les deux dispositifs dont parlait Monsieur Kouatanea. Alors, Monsieur Daniel Guiteau, pouvez-vous nous dire concrètement comment vous avez relevé ce défi du coup de repérage et de détection des difficultés des personnes, principalement des personnes en situation d'illettrisme, concrètement chez vous à JIDEF? Bonsoir tout le monde, ça dépend sur quel fuseau horaire. Comme la secrétaire a parlé des Antilles-Guyane à cette heure-ci, il est très tôt, mais j'ai pas beaucoup de temps. Simplement dire qu'on est sur un champ de compétences qui est très précis, qui est la mobilité professionnelle interne-externe, qui est pour des demandeurs d'emploi et des salariés. Donc à partir de là, M. Kouatanea a présenté l'ensemble des dispositifs parcours d'entrée dans l'emploi ou compétences de base professionnelle. Compétences de base professionnelle est un dispositif, je me permets de préciser, qui permet quand même d'identifier des personnes qui sont sur des niveaux de compétences linguistiques
un frein à un point et un frein à un certain niveau lié au CESRL. Je rappelle, alors que le PE, parcours d'entrée dans l'emploi, mais la chef de projet de JDF, Aïcha Moudi, vous présentera un peu plus, sont des personnes qui peuvent, pas seulement des jeunes d'ailleurs, le dispositif a été élargi à des adultes ou à des personnes en reconversion. Depuis le Covid, d'ailleurs, on a constaté que des personnes ont abandonné leur poste et ont voulu reconstruire un projet de formation et un projet de carrière et une nouvelle transition professionnelle. Donc le fait de développer des compétences commence premièrement par une approche multidisciplinaire. Le conseil régional nous a retenus pour intervenir sur les parcours d'entrée d'emploi et les compétences de base parce que notre approche est à la fois liée à la mobilité interne, externe, mobilité interne et externe. D'abord, bien comprendre les dispositifs d'organisation des entreprises, bien comprendre les dispositifs d'organisation des CFA, bien comprendre les problématiques et l'évaluation au sens étymologique, c'est-à-dire évaluer, ça veut dire faire valoir quelles sont les compétences existantes connues. Quelquefois, on a fait un reportage, peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir parce que c'est passé sur Antenne 2, j'ai 50 ans et je viens d'apprendre à lire. Dans ce reportage, puisqu'il a été tourné avec le groupe L'Oréal, c'était chez nous, il y avait une dame qui a écrit le livre là, qui est passionnant. Elle est venue tourner. Ali Le Gueuluche. Exactement. Et il y avait un monsieur qui n'avait jamais touché l'informatique, qui a 50 ans, est venu en compétences de base, et un autre monsieur qui parlait pas bien le français, qui venait d'un autre pays. Ces trois personnes ont travaillé à l'intérieur d'un dispositif de formation. Je l'illustre parce que 2 minutes pour expliquer des concepts comme la mobilité interne ou externe, pour expliquer l'évaluation, expliquer ce qu'est la démarche d'orientation, ce qu'est la démarche de construction d'un parcours de formation, ce qu'est la démarche de transition professionnelle, faire le deuil. Un ingénieur informaticien qui vient de l'étranger avec des niveaux d'habileté, de compétences de base dans son pays est dans une transition professionnelle, une reconversion professionnelle, une problématique de reconnaissance de compétences. La clé d'entrée des dispositifs, c'est la clé compétence. La compétence, je ne vais pas le dire à tout le monde parce que je crois qu'il y a des spécialistes, ça nécessiterait qu'on prenne un peu plus de temps. La compétence, c'est à la fois la capacité à dire, la capacité à s'exprimer, la capacité à transformer en action une pensée et la capacité à la mettre en œuvre en entreprise. Et je prendrais si j'avais le temps, mais je me jure pas le temps, que je vais m'interrompre parce que la mienne m'a dit. Là, il faut avancer. La mienne m'a dit, ce n'est pas la palabre, alors donc je vais m'arrêter là-dessus. Simplement, quand même, m'arrêter sur un mot. Dans l'illettrisme, il y a lettré. Le fait d'écrire un mot sur un ordinateur ou sur un texte, c'est déjà une manière de se positionner, de s'écrire, d'être auteur et acteur de son parcours et de se projeter à court, moyen et long terme. Et les dispositifs de la région, c'est ça notre métier. Comment amener les personnes à se construire, se positionner, que ça soit dans une entreprise ou dans un parcours. Je sais qu'on n'a pas le temps. On a eu des très bons reportages, je me tais, mais j'aurais aimé échanger avec vous parce que c'est merci Daniel. Merci beaucoup Daniel. Merci pour ton intervention. Donc là, concrètement, donc par rapport au repérage, on revient à la question du repérage pour accéder aux écoles, aux centres de formation d'apprentis et aux organismes de formation pour les futurs alternants. On parle tout à l'heure, donc Madame la ministre ainsi qu'Hervé Fernandez parlaient de situation invisible. L'illettrisme est une situation invisible où les causes sont multiples. Les causes peuvent être scolaires, peuvent être problématiques donc en relation à l'école, problématiques de santé, problématiques de parcours. Donc, je me retourne vers vous, donc Madame Boudi. Vous êtes du coup donc chef de projet à donc JDF. Et concrètement, comment vous avez travaillé les solutions de repérage et de détection pour pouvoir vraiment permettre aux jeunes, surtout les jeunes qui utilisent des stratégies de contournement et d'évitement, pour qu'ils se rendent compte de leurs difficultés, mais pour leur dire aussi, attention, ce n'est pas une fatalité, ce n'est qu'une étape de votre vie. Le plus important, c'est de pouvoir y remédier et d'avancer par la suite. Quelles sont les solutions abordées et élaborées par JDF? Madame Boudi, s'il vous plaît. Aïcha Boudi est psychologue du travail et responsable du département études audit à JDF. D'accord. Elle a parfait. Un titre, mais il n'est pas écrit. Parfait. Donc justement,
Par rapport aux différents dispositifs sur lesquels on intervient, donc c'est vrai que la première phase qu'on va mettre en place avec les jeunes ou les stagiaires, il y aura une phase d'évaluation qui s'appelle le SAS initial, où on va recevoir justement l'ensemble des personnes, prendre le temps avec eux pour bien identifier tout d'abord quels sont leurs besoins, leurs attentes, les mettre en confiance et pouvoir évaluer les compétences qu'elles ont par des mises en situation où on va essayer de faire des choses un peu ludiques, de faire des mises en situation comme... on a présenté tout à l'heure la carte de compétences, justement, c'est le référentiel qu'on utilise. Dans ce référentiel, on a 3 pôles importants qui est justement réfléchir, organiser, communiquer. Donc nous, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est comment justement on va pouvoir évaluer les compétences du jeune, à réfléchir sur son projet professionnel ou de l'adulte, voilà, organiser ses idées et les communiquer ensuite à l'oral ou à l'écrit dans le monde professionnel. Donc certains jeunes arrivent avec un projet, d'autres non. Donc tout ce qu'on va mettre en place, c'est pour justement valider un projet réalisable en lien avec les différents partenaires aussi avec lesquels on travaille, les CFA, les entreprises, les prescripteurs. Donc un des exemples concrets, ça va être par exemple un projet humanitaire. Donc ça va être un projet collectif qu'on va mettre en place avec des jeunes. Pendant ce projet, les jeunes vont pouvoir réfléchir sur qu'est-ce que je vais mettre en place sur mon projet humanitaire. Donc ça va être des activités en collectif, en individuel. Ils vont utiliser le numérique. Ils vont devoir calculer, par exemple, un chiffre d'affaires, essayer de mettre en place leurs idées à l'oral, à l'écrit. Et durant ces situations, on va pouvoir repérer justement les jeunes qui sont en situation d'illettrisme, qui ont des difficultés à l'écrit, à l'oral, sur le calcul, sur l'informatique, mais sans... on va dire, faire une fixation là-dessus en individuel, mais en partant plus des observations que du coup les référents SAS vont avoir durant ces animations. Et ensuite, lors des entretiens collectifs, c'est des choses qu'on va reprendre avec eux pour voir aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer durant leur scolarité précédente et pouvoir proposer donc un plan d'action avec un parcours individualisé, puisque sur les différents dispositifs, il y a de l'individualisation de parcours, c'est modulable, et on va prendre en compte tout ça pour en fait créer un programme le plus adapté aux stagiaires, et surtout par rapport à sa motivation de départ, c'est aussi ce qu'on va prendre en compte, être sûr quand il arrive déjà, est-ce qu'il est orienté par quelqu'un, parce que parfois il y a une orientation, parfois ils viennent d'eux-mêmes. On intervient aussi au plus proche des jeunes parce qu'on a beaucoup de partenariats justement avec des associations, donc on se déplace aussi sur des territoires pour rencontrer des jeunes lors des informations collectives et pouvoir faire aussi ce pré-repérage et ensuite leur proposer la solution la plus adaptée durant ces dispositifs. Donc si je comprends bien, le repérage chez vous donc se fait en allant vers les jeunes dans les quartiers, dans les structures associatives et tout. Donc ça, c'est une manière de détecter, de repérer des jeunes en difficulté, mais également après toute l'étape on va dire, de travail, de diagnostic des difficultés dans une démarche bienveillante est fait en plusieurs étapes. C'est bien ça. Oui, tout à Donc fait. c'est pas une évaluation qui est faite à l'instant T, non, mais plutôt sur une durée, oui. Bien précise. Oui, c'est bien tout à ça. fait. Oui, il y a plusieurs étapes parce que le temps aussi que le jeune prenne confiance en lui. Voilà, surtout si c'est un jeune qui est décrocheur, et puis le lien aussi avec les prescripteurs, ça c'est important, parce qu'on travaille avec les missions de lutte contre le décrochage scolaire, le pôle emploi, les missions locales, tous les acteurs aussi de l'emploi et de l'insertion. Donc ça c'est un partenariat important parce que pour le suivi du jeune, durant que ce soit sur PE ou compétences de base, on a des comités quand même techniques, des comités de pilotage qui nous permettent vraiment de faire le lien, et pour les mineurs aussi, le lien aussi avec les parents. Parce que ça c'est important aussi, ils sont mineurs, donc il faut le lien aussi avec la famille durant l'accompagnement. Parfait. Donc, pour vous, détecter et repérer toutes ces difficultés de manière fine vous avez utilisé un terme important d'élaborer des parcours individualisés. Donc, c'est une manière aussi de proposer une offre, entre guillemets, de services sur mesure pour les stagiaires, les futurs stagiaires. Et du coup, donc, c'est une manière de pouvoir sécuriser par la suite les parcours. C'est bien le cas. Oui, tout à fait, parce que j'ai des dispositifs PE, par exemple, parcours entrée dans l'emploi, c'est des parcours qui vont de 70 heures à 945 heures. Donc, on doit bien identifier la demande, le besoin du jeune pour lui proposer quelque chose d'adapté pour pas justement qu'il abandonne, que ce soit ni trop long ni trop court. Donc, de bien sécuriser ça, justement, en lui expliquant bien aussi que tout ce qu'on va mettre en place, c'est pour l'accompagner au mieux, qu'il trouve une solution et que l'objectif, c'est que plus tôt on trouve une solution aussi et plus tôt,
il est en réussite. Merci. Donc là, je me retourne vers vous, Monsieur Kouatanea. Les dispositifs, si je comprends bien, sont pensés dans une approche beaucoup plus globale, où on aborde plusieurs compétences, parce que de par la carte compétences, on regarde, il y a différents pôles. Donc, on travaille sur l'axe du projet, on travaille sur l'axe donc du projet professionnel, l'axe de la découverte des métiers. Mais où est la place des compétences de base? Donc, pour permettre après la sécurisation de parcours de tout jeune qui veut aller vers l'alternance. Oui, bien sûr. Alors, l'idée des dispositifs qu'on a construits au sein de la région, c'est, alors comme ça a été dit, c'est des dispositifs qui sont vraiment individualisés, c'est-à-dire que les durées de parcours peuvent changer, mais aussi les contenus. Ça, c'est en fonction à la fois des projets des personnes, de leur niveau initial. Donc vraiment, à chaque fois, le parcours va être différent selon ces différents paramètres. Et on a aussi vraiment une logique de mettre en place des formations à visée professionnelle. C'est-à-dire qu'on essaye de toujours, enfin en tout cas on demande aux organismes de formation de toujours mettre en lien le contenu des formations avec le projet professionnel pour les rendre vraiment concrètes. Donc les compétences de base s'inscrivent dans cette visée professionnelle et sont toujours mises en lien avec un projet et du coup les suites de parcours. C'est ce qui permet justement de les sécuriser, mais aussi le fait de vraiment rendre concret ces compétences de base, bien montrer à quoi elles servent ensuite pour trouver un emploi, pour chercher un emploi et en emploi. Ça permet aussi de fidéliser les stagiaires, de les aider à persévérer, à pas abandonner, puisque ils sont souvent, il y en a qui ont été un peu en difficulté avec l'école, un peu avec des apprentissages un peu classiques, et du coup là ça permet vraiment de leur montrer qu'en fait oui, apprendre c'est hyper utile et ça leur sert très rapidement à trouver un emploi. Parfait. Alors, je reviens vers vous du coup, Madame Boudi. Là, donc, si j'entends bien, la question vraiment de pouvoir repérer, de pouvoir détecter, mais surtout de voir aussi permettre aux jeunes de comprendre tout ce qu'il peut acquérir après, de l'avantage de pouvoir aussi acquérir et de l'importance d'acquérir d'autres compétences pour pouvoir sécuriser les parcours après. Vous avez fait donc la détection, vous avez fait le repérage, vous avez donc rencontré des personnes en situation d'illettrisme, dont des personnes qui utilisent énormément de stratégies de contournement, mais également des personnes qui sont entre guillemets fâchées avec l'école, ce qu'on dit fâchées avec l'école, qui ne veulent plus entendre parler de la logique de formation dans une solde de formation, de la logique de retour à l'école. Comment vous avez fait concrètement sur le terrain? Après ce repérage, comment vous avez pu accompagner et intégrer du coup les compétences de base, lire, écrire, compter, mais pas que. Il y a également le numérique, le repérage dans l'espace et le temps et le apprendre à apprendre. Comment vous l'avez intégré, vous, dans vos parcours dits individualisés? Alors nous, ce qui va être important, c'est justement que chaque jeune qui rentre, il ait une solution à la fin. Donc ça veut dire qu'on va partir aussi du partenariat qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est vraiment en amont. C'est tout ce qu'on va mettre en place dans le cadre des partenariats justement avec les CFA ou les entreprises avec qui on signe justement des chartes de partenariat qui s'engagent avec nous dans l'accompagnement justement des jeunes, qui vont intervenir avec nous lors des informations collectives, lors des sas d'évaluation, où ils vont venir présenter du coup des métiers. Par exemple, si c'est un parcours sécurisé transport logistique ou aide-soignant, voilà, on a des CFA partenaires qui viennent, qui présentent le métier, quels sont les prérequis, quels sont les attendus. Du coup, c'est du concret pour le jeune déjà qui arrive. Et ensuite, ils vont participer avec nous sur l'élaboration du programme pédagogique, sur les plateaux techniques où ils vont pouvoir découvrir le métier sur de la découverte ou des gestes et postures. Ils vont participer avec nous sur les stages en entreprise puisqu'ils vont nous mettre à disposition leurs entreprises partenaires qui vont pouvoir déjà faire un stage, que ce soit de 2 semaines ou 4 semaines, et du coup se projeter suite à la formation sur quelque chose de concret, puisque si ça fonctionne bien en stage, ils sont assurés en plus d'avoir un poste et de signer leur contrat d'apprentissage, parce que le plus compliqué, il y a le CFA, mais il y a aussi l'entreprise, donc il faut signer le contrat. Donc tout ça, on le met en place dans le parcours, on sécurise en amont, et du coup, on va travailler sur la remise à niveau contextualisée au projet, en lien avec le CFA, en lien avec le programme pédagogique du CFA. Et donc ça, on se met d'accord dans les chartes de partenariat, justement, avec les CFA partenaires, sur les contenus aussi de la formation et sur le référentiel carte de compétences. Je peux me permettre juste 10 secondes.
dire que l'évaluation des compétences est mutualisée, c'est la première chose. La deuxième chose, que ce sont des dispositifs sur le modèle des 35 heures. Donc la sécurisation se fait aussi sur l'espace-temps dont tu as parlé, Lamia. La capacité à se fixer dans un espace-temps permet de voir les capacités d'appropriation, d'intégration professionnelle, etc., et d'accompagnement professionnel. Juste la parenthèse est fermée, j'ai pris plus que 10 secondes parce que j'ai mon chronomètre, Lamia. Merci beaucoup, merci. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, vous considérez les compétences de base comme compétences professionnelles à part entière, et elles sont travaillées au même titre que les compétences techniques. Et c'est bien le cas. Parfait. Et du coup, donc, vous avez dit quelque chose d'important, c'est que vous intégrez les CFA dans votre démarche dès le départ. Donc, dès l'évaluation, dès les SAS d'accueil et dès vos informations collectives, les organismes donc de formation d'apprentis sont là, ils sont partie prenante. Donc, du coup, ça vous permet à vous, en tant qu'organisme, de voir quels sont les besoins, si je comprends bien, des CFA donc, et de leurs entreprises, aux jeunes de se frotter dès le départ à cette hypothèse d'aller vers l'apprentissage, c'est bien le cas, et aux CFA de rencontrer des futurs donc, apprentis. C'est bien ça, votre démarche? Oui, tout à fait. Les CFA, donc, dans le cadre de nos partenariats, voilà, interviennent déjà à l'information collective. Donc, on se met d'accord ensemble sur un calendrier de date d'information collective. Ils sont présents. Ils peuvent rencontrer les jeunes en collectif, mais ensuite, on peut faire des mini-entretiens individuels. Oui, ou les adultes. Bon, parce que c'est jusqu'à 30 ans maintenant, les contrats d'apprentissage. Voilà. Donc, ensuite, sur le SAS d'évaluation, ils sont également présents sur la restitution. Et durant le parcours, voilà, ils interviennent puisqu'on travaille avec eux sur les plateaux techniques. Donc, ils ont des journées d'immersion dans les CFA. Et ça peut être 2 journées à 35 heures, donc 14 heures à 35 heures. Et sur la partie stage aussi, qui est la partie qui est quand même importante parce qu'ils sont en lien aussi avec les tuteurs de stage. Merci beaucoup. Je promets 2 secondes. Dire que c'est important parce on peut pas vous présenter la richesse de la démarche, mais ils viennent pendant la formation, comme c'est passé avec les CFA d'entreprise ou les CFA classiques, ils participent en disant a priori cette personne peut intégrer mon CFA, peut intégrer mon entreprise, mais je pense que vous devriez travailler et axer sur tel point. Quelquefois, ils collaborent avec nous sur les méthodologies de recrutement et les techniques de recrutement et les questionnaires de recrutement et les modalités d'évaluation, comme on a travaillé avec certains grands groupes et grands comptes, etc. Je pense que la collaboration, la co-contribution, la co-construction et la co-évaluation permettent de donner des chances de réussite plus grandes. Voilà. Je pense que tout le monde est d'accord avec vous sur la logique de la collaboration, le travail collectif. De toute façon, c'est notre responsabilité à tous de pouvoir accompagner des jeunes en situation d'illettrisme ou pas, ou donc qui ont d'autres difficultés, pour pouvoir sécuriser leur parcours et leur permettre une insertion durable. Donc là, les dispositifs PE, parce que là on parle principalement de ce dispositif, parcours entrée dans l'emploi, ainsi que celui des compétences de base professionnelles, sont une première marche, si vous voulez, de l'escabeau de la sécurisation des parcours, et aussi pour les CFA et les OFA, c'est une première marche pour repérer, détecter et accompagner en amont les futurs apprentis, si vous voulez, pour pouvoir par la suite sécuriser leur parcours et leur faciliter l'accès à la certification, la qualification et à l'insertion durable. Seulement, tous les jeunes et les moins jeunes ne passent pas par le PE. Ils ne passent pas par les dispositifs de la région Île-de-France. Certains jeunes passent, et moins jeunes, surtout ceux qui utilisent des stratégies de contournement et d'évitement, et ceux qui ont des projets déjà validés, choisissent de passer directement par leur prescripteur pour accéder au CFA et accéder directement à l'apprentissage. Pour pouvoir faciliter le repérage et la détection des difficultés, certains donc peuvent utiliser d'autres solutions. Là, je me retourne vers vous, du coup, monsieur donc Griffo, Martin.
Vous êtes chargé de mission à l'agence outils numériques EVA et EVACOP. J'ai bien, c'est bon. Oui, très bien. Voilà, donc au sein de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et on sait que l'agence, depuis plusieurs années, travaille avec ses partenaires, des partenaires centres de ressources, des partenaires OPCO, des partenaires organismes de formation, CFA, pour réfléchir à des solutions. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci, Damia. De quoi parle-t-on ? Juste très rapidement, parmi les missions de l'agence, il y a la mission de mesure du phénomène de l'illettrisme. Et au début des années 2000, on a travaillé avec l'INSEE pour les grandes enquêtes qui ont permis de mesurer le phénomène de l'illettrisme. Il y a des modules d'évaluation qui ont été créés à ce moment-là, qu'un peu plus tard, on a transposé en numérique. Ça a donné un premier outil qu'on a mis à jour. Et aujourd'hui, on dispose d'un outil qui s'appelle EVACOB. On ne va pas en parler très longtemps aujourd'hui. On est sur du positionnement des compétences de base. Et puis plus récemment, on a un autre outil qu'on a intégré, qui est issu du programme beta.gouv, une start-up d'État qui s'appelle EVA, et qu'on a intégré au sein de l'agence. Aujourd'hui, EVA, c'est un service numérique que la NLCI propose gratuitement et qui permet deux choses principalement, de repérer les difficultés avec les compétences de base et de valoriser les personnes, de dédramatiser les éventuelles difficultés en termes de compétences de base qu'on a pu repérer, de les valoriser en mettant en valeur les compétences transversales qui sont bien maîtrisées. Donc il y a vraiment ces deux volets dans ce service EVA que l'agence propose à tous les partenaires de la lutte contre l'illettrisme. Parfait. Donc, du coup, c'est EVA et vous parlez d'EVA. Donc, par qui est utilisé exactement cet outil et surtout pour qui ? Oui, alors, je le disais à l'instant, donc c'est un outil qu'on propose vraiment de façon très large. Il y a d'autres outils qui existent, qui sont contextualisés. Pour des branches, on en parlera juste après, je pense. Mais là, on est sur un outil généraliste qui va surtout qui fonctionne très bien auprès des jeunes parce qu'il est construit en utilisant les ressorts des jeux vidéo. On est sur des jeux sérieux, les serious games. On utilise ces ressorts de jeux vidéo pour évaluer la maîtrise des compétences. Mais voilà, à la façon un peu d'un cheval de Troie, les personnes n'ont pas l'impression d'être évaluées. On est vraiment sur du jeu. Et puis nous, derrière, on mouline ce qu'a fait la personne qui a passé EVA. Et ça nous permet de poser un premier diagnostic. Alors, on est vraiment sur un tout premier diagnostic. On parle de pré-positionnement. On ne va pas aller très loin dans la finesse de chaque compétence. Mais ça permet en tout cas d'identifier de façon assez claire s'il y a des difficultés. Et s'il y a des difficultés, toujours à côté de valoriser d'autres compétences qui sont bien maîtrisées pour remotiver la personne, la mobiliser pour qu'elle envisage, pourquoi pas, d'entrer dans un parcours de remédiation. Donc concrètement, vous êtes sur une valorisation des compétences acquises, donc pour aller après vers ce qui reste à acquérir par rapport à tel ou tel, bien sûr, projet, mais surtout, c'est la mise en avant des compétences acquises, tout en repérant, bien sûr, les difficultés, dans une démarche bienveillante. C'est bien le cas ? Oui, c'est ça. Il y a vraiment ces deux volets, évaluation d'un côté, on repère, valorisation pour construire. EVA, c'est vraiment un outil, un levier pour construire des parcours d'accompagnement. En effet, dans certains cas, il y a des organismes de formation qui sont là, qui accompagnent. Et puis dans d'autres cas, c'est des structures qui sont peut-être moins équipées, moins outillées, des associations, des missions locales, qui, du coup, avec EVA, ont à disposition un premier outil qui permet d'engager le dialogue avec les personnes. Il y a des pistes de solutions il y a des contacts, des ressources qui sont disponibles dans EVA, qui vous permettent après de contacter l'équipe de la NLCI, contacter les structures référentes au local, les centres ressources illettrisme par exemple. Il y a des informations sur les dispositifs de formation régionaux et ça permet justement de construire des solutions, de trouver des pistes de solutions de remédiation. Parfait. Avant de vous demander juste quelques chiffres, surtout par rapport à l'Île-de-France, parce que ça peut intéresser les participants, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les compétences évaluées exactement avec EVA ? Alors sur EVA, on a
7 modules, donc 7 activités, 7 jeux, cette mise en situation. Il y en a 4 qui sont sur les compétences transversales, 3 sur les compétences de base. Donc côté compétences de base, on va tester voilà, le lire, lecture, compréhension, production aussi d'écrit. Alors on est sur de la production voilà, via un clavier, mais on peut prendre un extrait de production écrite. On a des résolutions de problèmes mathématiques, calculs, etc. Côté compétences de base. Et côté compétences transversales, on va s'intéresser à des compétences alors, assez larges, mais on va être sur la capacité de concentration, la vigilance, l'attention à son environnement, la vitesse d'exécution, des grands groupes comme ça de compétences transversales qu'on va tester. Alors, c'est pas un module, une compétence, les compétences sont testées sur les différents modules qu'on va proposer. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, vous pouvez composer à la carte un petit peu le parcours d'évaluation que vous allez proposer. Et en restitution, donc on a le niveau en compétences de base, à la fois basé sur le CECRL pour les personnes qui sont allophones, qui relèveraient plutôt d'une situation français langue étrangère, et à la fois sur une correspondance avec le référentiel de l'ANLCI, donc les degrés de compétences de base 1, 2, 3, 4, qu'on détaille dans notre cadre national de référence. Parfait. Donc on parle des compétences de base, donc lire, écrire, compter, numérique, mais on n'oublie pas également les compétences transverses parce qu'elles sont très très importantes pour pouvoir intégrer après l'entreprise. Ne pas oublier qu'un jeune apprenti, il a un double statut, celui d'élève, mais également celui de salarié. Donc les compétences transverses sont également importantes. Voilà, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu évoques les compétences numériques. Alors c'est pas quelque chose qu'on propose dans EVA. On va tester que les personnes maîtrisent suffisamment l'outil informatique parce que c'est un outil numérique, donc il ne faut pas qu'il y ait de biais liés à la non-maîtrise de l'informatique. Pour les compétences numériques, vous avez Pix qui fait ça très bien. On ne refait pas ce que fait très bien Pix dans EVA. On renvoie plutôt les personnes vers cet autre outil. Et au niveau de l'Île-de-France, juste quelques chiffres rapides. Alors, en termes de chiffres sur le national, on va être à 25 000 passations là, depuis le début de l'année. Ces 25 000 passations nous ont permis de repérer à peu près 4 000 situations voilà, de difficultés avec les compétences de base. On ne parle pas d'illettrisme ou d'innumérisme encore. Ça nécessite voilà, que le diagnostic soit affiné, mais en tout cas, il y a une alerte, il y a une mise en évidence de difficultés pour ces personnes. Et sur l'Île-de-France, on est à plus de 1400 passations là, depuis le début de l'année qui voilà, ont permis de mettre en évidence à peu près 200 situations de difficultés avec les compétences de base. Et sur l'usage, on va être, en gros, ça va être un tiers. Alors au national, on va être un tiers sur les structures de l'insertion, mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, etc., les structures de l'IAE. Un tiers, les organismes de formation, les CFA, les OFA. Et puis un tiers, ça va être les régiments du service militaire adapté, qui est un de nos utilisateurs qui ont systématisé EVA pour recruter les personnes qui intègrent le dispositif du service militaire adapté. Merci. Bon, en 2 mots, Martin, est-ce que selon toi, quels sont les atouts et la valeur ajoutée de cet outil? C'est mon pitch commercial. Non, oui, la plus-value à garder en tête sur EVA, c'est le côté ludique. Donc, on n'est pas du tout sur des évaluations scolaires, on est sur des serious games. C'est rapide aussi. C'est des passations qui durent de une demi-heure à 1 heure. Encore une fois, on n'est pas dans un détail très précis, mais ça permet de manière fiable de mettre en évidence des difficultés. C'est facile à prendre en main puisqu'il n'y a pas de compte utilisateur à créer pour les bénéficiaires. C'est un système de campagne. Vous créez un programme d'évaluation, vous donnez le code aux personnes. Voilà, donc il y a un certain nombre d'atouts en tout cas sur ce service. Et puis j'arrête. Je pense qu'il y a une alerte quand même. Donc il faut faire attention à quelque chose. Là, je me rappelle parce que on ne peut pas, pour des personnes vraiment en grande difficulté, leur dire allez-y, passez le test tout seul. Est-ce que l'accompagnement pendant la prise en main de l'outil EVA est très importante ou du tout? Alors c'est un outil magique, on n'a plus du tout besoin d'accompagnement humain avec EVA. Non, je plaisante bien sûr. C'est un outil qu'on dit accompagner, c'est-à-dire que c'est pas un outil qui va être à proposer pour une passation en autonomie par les personnes. C'est indispensable que les passations, enfin indispensable, en tout cas c'est quelque chose qu'on préconise vraiment très fortement, que les passations soient en présentiel
avec une personne qui soit là pour accompagner, que les restitutions se fassent aussi en face à face et pas juste qu'on envoie la restitution par mail. C'est vraiment un outil accompagné à mobiliser dans le cadre d'un accompagnement ou d'un parcours de formation. Merci Martin. Là, on a vu donc un outil généraliste, on peut dire ça, qui peut être utilisé par n'importe quelle structure, pour n'importe quel public. On n'est pas vraiment rattaché à une branche ou à un secteur d'activité. Maintenant, je me retourne vers vous, Monsieur Daubigny. Vous êtes donc conseiller aux actifs dans les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire, et OCAPIAT, qui est l'OPCO des branches maritimes, si je me trompe pas, industrie agroalimentaire et agricole. Ouais. Donc, et bien sûr, pour l'Île-de-France, vous insistez sur un point en disant que les secteurs représentatifs en Île-de-France, on a le paysage, la transformation alimentaire, agricole, mais il y a également les centres équestres qu'on oublie souvent. Donc voilà, pour vous, OCAPIAT donc a décidé pour pouvoir repérer et détecter les situations d'illettrisme des jeunes apprentis, des adhérents donc de votre OPCO, vous avez décidé de travailler autour d'un outil qui est contextualisé. C'est ça. Alors dites-moi, comment s'effectue du coup pour vous, pourquoi vous avez réfléchi à cette histoire de repérage des situations d'illettrisme contextualisées de vos futurs alternants? Oui, avant un rappel de contexte, donc on est l'OPCO, l'opérateur de compétences de secteurs parmi lesquels l'agriculture agricole, les centres équestres, vous l'avez cité, et même les industries agroalimentaires où il y a pas mal de postes avec des niveaux de qualification assez bas. On fait partie des OPCO qui possèdent des branches qui sont concernées fortement potentiellement par les situations des salariés en situation d'illettrisme. On est au-delà, alors j'ai pas les chiffres, mais on est au-delà des moyennes de la population générale. Donc ça faisait déjà une première bonne raison de s'en occuper. Ensuite, on a nous décidé en 2019 de s'emparer du sujet. Alors c'était Opcalim et après OCAPIAT, avec la fusion entre deux structures, l'agroalimentaire et l'agricole de l'autre côté, a continué à s'occuper du sujet de l'illettrisme. Premièrement, en mettant en place un maillage territorial avec des conseillers dont je fais partie, qui sont référents illettrisme, référents handicap, et qui ont un certain nombre de prérogatives liées aux actifs et aux futurs actifs. Et cet outil a été créé. Alors, Eva, c'est rapide, mais on a fait plus rapide, puisque on a décidé de créer un outil qui permettait la détection le plus précoce possible des situations d'illettrisme. Au départ, cet outil il a été fabriqué à destination des entreprises, dans le cadre de leur processus de recrutement. Voilà, vous avez là une copie d'écran. Dans le cadre de leur processus de recrutement, il a eu un peu de mal à trouver son public. Et lorsque les OPCO ont récupéré la prérogative apprentissage, qui est quand même pour nous un sujet majeur, là on a véritablement utilisé cet outil à son plein potentiel en le mettant à disposition des CFA. Donc c'est vraiment là qu'on a pu l'utiliser à plein, et donc il est utilisé par nos CFA, principalement des CFA de branche, pour faire de la détection de situations d'illettrisme, parfois de manière systématique, parfois en levée de doute, lorsqu'il y a eu dans le cadre du recrutement, parce qu'il y en a qui ont des outils, d'autres qui en ont pas, plus ou moins évolués, il y avait besoin de faire de la levée de doute. Donc on utilise maintenant à plein cet outil pour ça majoritairement. C'est comme ça qu'il est le plus utilisé. Mais et du coup, comment concrètement on peut l'utiliser? Est-ce que là, les participants peuvent l'utiliser s'ils sont bien sûr adhérents, donc à votre OPCO? Comment ça se passe concrètement? Alors c'est un outil qui est en ligne, c'est un outil qui est gratuit, qu'on met à disposition de nos adhérents et des CFA qui couvrent nos secteurs d'activité. Alors c'est toujours la même chose, il n'y a pas de magie non plus, c'est un outil qui nécessite un accompagnement. La première vertu de cet outil, c'est déjà que ça nous permet de parler d'illettrisme. Et auprès de nos entreprises et auprès de nos CFA, c'est pas rien.
Et ensuite, on a, nous, un accompagnement qu'on a mis en place, justement, avec les correspondants illettrisme qui sont présents sur toute la France, y compris les DROM, pour aller porter la bonne parole, former les centres de formation qui souhaitent l'utiliser. Alors, parmi nos CFA, il y a de tout. Il y a des gens qui utilisent EVA dans le process de recrutement. Il y a des centres de formation qui utilisaient rien du tout, et donc qui avaient besoin d'un outillage. Et cet outil-là, très simple, c'est vraiment, il a été conçu pour être très simple et pour être intégré dans un parcours de recrutement en CFA auprès de jeunes. C'est pour ça que vous voyez sur la copie d'écran là, il n'est pas sur le système des Serious Games parce qu'il est moins dynamique que ce qu'on vous a expliqué dans EVA, mais il est visuel, sans être enfantin, et il est contextualisé à nos secteurs. C'est-à-dire que, j'en ai discuté tout à l'heure avec Martin, c'est le côté cocooning de l'affaire qui fait que, surtout pour les jeunes qui sont en situation de difficulté par rapport à la maîtrise des compétences de base, le fait d'avoir déjà d'être un peu en terrain connu, ça rassure quelque part et ça rend l'évaluation, parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même une forme d'évaluation, ça rend l'évaluation plus digeste et plus facile à passer, même si derrière on a des difficultés, ça change rien au niveau. En fin de compte, ça rassure le jeune, mais ça permet au CFA après d'avoir vraiment de bien déceler les besoins du jeune pour pouvoir l'accompagner par la suite. Donc, du coup, depuis la mise en œuvre de cette solution, et je pense que vous m'avez dit aussi lors des échanges que vous mettez en place le cap compétences clés, donc c'est bien ça la solution, mais vous détectez les difficultés, mais également vous proposez un accompagnement, c'est bien le cas? Alors, l'accompagnement, il est assuré majoritairement par les CFA. D'accord. Par contre, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'en parler. C'est déjà une bonne raison d'en parler, le fait de présenter cet outil et d'essayer de le déployer. Ça permet aussi... alors, l'avantage, nous, c'est que comme on s'adresse à des jeunes qui vont rentrer en formation, ils sont déjà pas fâchés avec l'école. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Nous, on est à l'étape d'après. Par contre... on a, avec la prérogative alternance, apprentissage en particulier, parce que c'est aussi ça fonctionne aussi avec les contrats de professionnalisation. On est nous très attendus par les pouvoirs publics en tant qu'OPCO sur la sécurisation de ces parcours et sur notamment la prévention des ruptures. Et c'est ça notre angle d'attaque avec cet outil-là, parce que il permet de détecter le plus en amont possible, c'est-à-dire dès le recrutement. Alors on s'adresse globalement dans les CFA, c'est ce qu'on voit statistiquement au niveau national, à des primo-accédants à l'apprentissage. C'est à eux que ce test est administré en priorité, et à 95% sur des bacs et infra-bacs. Puisqu'on estime, les CFA en tout cas, on leur laisse nous la liberté de ce qu'ils vont en faire, mais ils estiment que au-delà du bac, on a quand même une probabilité un peu plus faible d'avoir des gens qui sont confrontés à des situations d'illettrisme. Donc ils l'utilisent comme ça. Et ensuite, les solutions, donc je ne l'ai pas dit, mais lui aussi, il est basé sur le référentiel de l'Agence de lutte contre l'illettrisme, parce qu'il n'y a pas de raison de réinventer ce qui est bien fait. Ça permet deux choses. Ça permet déjà de parler tous le même langage, d'avoir le même référentiel de base. Et ça permet aussi, parce que à l'issue de ces tests, il y a une espèce de synthèse qui est relativement simple, mais qui est quand même parlante. Ça permet d'avoir une première base de discussion avec un centre de formation externe, ou avec un organisme qui va pouvoir ensuite prendre en charge l'accompagnement. L'accompagnement, il va être assuré soit par les CFA, parce que parfois on a des situations de difficulté avec les compétences de base, mais qui ne sont pas insolubles et qui ne sont pas extrêmement profondes. Donc parfois le CFA est en capacité de faire l'accompagnement, d'adapter un petit peu sa pédagogie. Parfois il y a besoin d'un accompagnement externe, et donc il y a déjà ce diagnostic qui est posé et qui permet à tout le monde d'avoir un langage de commun pour discuter sur ce qu'il y a à mettre en place comme action. Et puis ça permet aussi de pouvoir prévenir l'entreprise. La prévention des ruptures, ça c'est vraiment le maître mot. Pouvoir prévenir l'entreprise et pouvoir faire en sorte que si on n'a pas trouvé de solution avant l'entrée en alternance ou pendant l'alternance, parce que c'était pas nécessaire ou parce que ça n'a pas pu, au moins
on va s'éviter des ruptures au moment de l'entrée en contrat de droit commun dans l'entreprise ou même pendant l'alternance en entreprise parce que c'est pas détecté, parce que il y aura une mauvaise interprétation de la difficulté par l'employeur qui va mener à une rupture, alors qu'en fait, avec peut-être pas grand-chose, on aurait pu se l'éviter. Donc, si je peux résumer, parce qu'il y a le temps, on est malheureusement contraint par le temps. Si je peux résumer, grâce à votre outil, les jeunes arrivent vraiment plus sécurisés. Puisqu'on va repérer, détecter leurs difficultés, on va mettre en avant leurs compétences, et du coup, ils vont avoir un accompagnement personnalisé pour pouvoir remédier à leurs difficultés. C'est ça. Donc l'impact, c'est la sécurisation des parcours. Exactement, c'est bon pour le chiffre d'affaires des CFA, c'est bon pour leur chiffre de réussite, c'est bon pour les entreprises qui nous font part de leurs difficultés de recrutement, comme à tous les autres secteurs, quasiment. C'est bon aussi pour ces jeunes qui ont des parcours qui sont mieux accompagnés, qui réussissent, et on n'a pas de rupture idiote, comme on peut voir parfois, extrêmement mal qualifiée, et puis que personne n'est capable d'expliquer. Donc, alors pour pouvoir conclure un petit peu, là, on est vraiment contraint par le temps. Cette table ronde, on peut dire que la question du repérage est on peut dire que le repérage est une action de prévention. Donc à partir de ce que je viens d'entendre, je considère personnellement que le repérage est une action de prévention pour les CFA, parce que ça leur permet aussi d'avoir des jeunes bien préparés, bien accompagnés. Du coup, donc, le taux de réussite sera plus intéressant, le taux d'insertion est intéressant. Pour l'entreprise qui va avoir du coup des jeunes formés, donc autonomes, et du coup pouvoir les fidéliser, répondre à une des questions de turnover ou bien de problématiques de recrutement, mais également pour le jeune, c'est lui permettre de renforcer son employabilité et lui permettre par la suite d'accéder à une insertion durable. Donc là, c'est vraiment la question du repérage, du coup, devient une question cruciale. Les intervenants ont également parlé de la question de l'accompagnement. On va le voir avec la deuxième table ronde, mais l'accompagnement est quelque chose de très important. L'accompagnement amont, donc avant d'accéder au CFA, l'accompagnement est très important suite à ce repérage. C'est un moyen pour éviter surtout que les connaissances difficilement acquises s'effritent. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important. Pour préparer, du coup, les futurs alternants pour accéder à l'apprentissage, mais c'est aussi une manière de renforcer l'égalité des chances d'accéder à l'apprentissage. Donc, donner la chance aussi à ces jeunes et moins jeunes, puisqu'on parle d'apprentissage, mais on a aussi les contrats de professionnalisation, mais donner la chance, c'est l'égalité des chances pour accéder à l'alternance pour tout public, donc ayant droit à ces dispositifs, et les publics en grande difficulté avec les savoirs de base, les personnes en situation d'illettrisme ont également le droit de pouvoir accéder à l'insertion et, comme disait Aline Le Gueluche, devenir libre. Donc, c'est quelque chose de très important. La deuxième table ronde va aborder la question du coup donc de l'accompagnement, une question cruciale après celle du repérage. Mais avant de passer à la deuxième table ronde, parole à vous, participants, si vous avez des questions. S'il y a des questions. Voilà. Merci Hélène. Oui. Avec le micro, ça sera encore mieux. Avec le micro, ça sera mieux. Bonjour à tous et à tous, Christine Saventré, conseillère nationale syndicat UNSA. Alors, j'aurais souhaité poser une question peut-être plus particulièrement aux représentants de l'OPCO, mais pas que. Vous avez surtout parlé du repérage sous le prisme CFA et organismes de formation.
Et on sait très bien que parfois, c'est au sein de l'entreprise que ça se passe, avec toutes les difficultés aussi pour entrer en contact, ne serait-ce qu'avec la personne et lui dire ses difficultés et qu'elle se livre. Et j'aurais voulu savoir un petit peu, en tant que OPCO ou organisme de formation, comment est-ce que vous mettez en place, vous arrivez à mettre en place des dispositifs, ne serait-ce que pour accompagner les entreprises à repérer aussi, parce que des jeunes sont peut-être déjà entrés dans l'entreprise avant qu'on s'aperçoive qu'ils aient des difficultés. Vous avez évoqué les stratégies de contournement et d'évitement. Et avec cette peur aussi d'être quelque part pris en flagrant délit, de ne pas savoir, avec le risque de se retrouver à être dans une position pas très très confort et d'abandonner parce que la confiance serait complètement estompée. Donc, quelles sont les mesures que vous mettez en place en direction des entreprises, en amont, je dirais, en termes de repérage, et une fois qu'on a repéré dans l'entreprise le N+1, qu'est-ce qui peut être mis aussi en place en termes d'action, on va dire, de remédiation, entre guillemets. Voilà, merci. C'est pas facile votre question. Là, j'ai abordé le sujet sous le prisme de l'alternance parce que c'était l'objet de notre table ronde et que c'est aussi sur ce volet-là qu'on a le plus de poids. Ceci étant, lorsqu'on parle d'une entreprise d'illettrisme, avec les volumes d'alternance qui sont ceux qu'on connaît maintenant, on touche énormément d'entreprises et de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace que d'aller prêcher ce sujet à des gens dont c'est pas un sujet prioritaire à ce moment-là. Le fait qu'on arrive au moment de l'alternance, ça a plein d'avantages. L'entreprise est prête à se remettre en question parce qu'elle va embaucher quelqu'un et elle va le former. Le jeune est en situation d'apprentissage, le jeune ou le moins jeune. Je vous rejoins, est en situation d'apprentissage, est prêt aussi à se remettre en question. Tout le monde, en fait, est prêt à se remettre en question. Et en plus, nous, on a des référents chez nous, mais on a aussi tout un travail qui est fait tout au long de l'année avec nos CFA, et en particulier les CFA de branche, pour professionnaliser les correspondants et pour que eux aussi fassent de la détection. C'est beaucoup plus simple de le faire à cette occasion-là. L'outil là dont je vous ai parlé, que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre stand là-bas, et on l'a en démo, vous pouvez venir voir à quoi ça ressemble, si ça vous intéresse. Il était avant destiné principalement aux entreprises. Il a été utilisé, mais il n'a pas trouvé son public. Pour la bonne raison que on a beau faire de la communication, on a beau faire organiser des webinaires, on est en convention avec la NFCI depuis 2020. On s'est vraiment emparé du sujet sérieusement. Mais pour autant, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si vous me permettez, c'est une question qui est large. C'est vrai que on est une minute, la mienne. Après, on aura deux questions. Voilà. Est-ce qu'on répond à la question? Il y a plusieurs sujets. C'est d'abord une rencontre entre différents acteurs. C'est une méthodologie de rencontre entre plusieurs acteurs. Les organismes de formation, les OPCO, les centres de formation d'entreprise ou les centres de formation hors entreprise. La culture des centres de formation entreprises n'est pas du tout la même que celle des hors entreprises, premièrement. Donc la méthodologie, ça m'embête de vous dire des choses aussi profondes et importantes comme votre question en 10 secondes. Mais on s'est rendu compte que l'intervention dans les entreprises, la participation dans les entreprises, l'intervention près des managers, l'intervention près des RH, les conférences métiers, les visioconférences, etc. En fait, on apprend à connaître l'autre. Et l'autre apprend à nous connaître. Et c'est l'apprentissage de la connaissance des cultures, et d'autant plus quand c'est en période de crise. Depuis la période de crise, tout le monde est en quête de recrutement, de compétences, d'habileté, et les méthodologies de recrutement sont en train d'évoluer. On le constate dans des parcours sécurisés qu'on met en place avec le conseil régional, on l'a fait avec la RATP, on l'a fait pour les aides-soignantes, on l'a fait dans le transport logistique, on l'a fait dans les espaces verts, on l'a fait dans l'agriculture et dans le numérique. On se rend compte que cette rencontre culturelle, mais ça m'embête de vous répondre aussi simplement,
mais vous pourrez échanger avec nous à n'importe quel moment. Si je peux me permettre, Madame, si je peux me permettre, on parle d'outils concrets. Là, par rapport à une entreprise, il y a un outil qu'une entreprise peut utiliser déjà pour comprendre et pour mesurer les risques de l'illettrisme, et qui est du coup un outil beaucoup plus macro. Pour une entreprise de manière globale, vous avez l'outil Evagile qui est accessible, hein, donc c'est un test qui est accessible et tout, et qui permettrait de mesurer les coûts cachés, hein, et les signaux faibles, donc les coûts cachés de l'illettrisme. Donc là, pour l'entreprise, c'est un outil très simple qui au moins lui permettrait de comprendre. Parce qu'il y a la compréhension et la sensibilisation au sein de l'entreprise. Après, au niveau des besoins des personnes, on a différentes branches ont élaboré leurs propres outils pour pouvoir accompagner leurs adhérents. Mais comme disait Daniel Guiteau, il y a 3 acteurs clés. Donc autour on va dire, de la sécurisation de parcours. On a le CFA, on a l'entreprise et on a le salarié apprenti, parce qu'il est salarié également. Donc quand l'entreprise découvre que un des jeunes salariés est en situation d'illettrisme, elle travaille avec le CFA. Il y a le référent CFA qui est là également. On va l'entendre après avec la deuxième table ronde, avec des exemples d'accompagnement. On a donc des CFA qui sont là pour pouvoir accompagner. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir avoir le même langage, de bien comprendre aussi les enjeux, d'accord, pour l'entreprise, mais pour le jeune aussi et pour le CFA. Et donc, c'est les 3 acteurs clés qui doivent ensemble trouver des solutions pour pouvoir sécuriser les parcours des jeunes. J'espère avoir en partie répondu à votre question. Et pour la deuxième partie de votre question, c'est d'autant plus difficile que nous, on porte, je représente des branches, on en a 50, et on a à peu près 94-95% d'entreprises de moins de 11 salariés. Donc ça rend les choses encore plus difficiles. Enfin, il y a le COEP qui a encore plus de petites boîtes, mais je crois que c'est le seul. Donc c'est encore plus dur pour eux. Pour répondre à la deuxième partie, on essaie de faire savoir. On essaie de porter cette parole à l'occasion de l'apprentissage, mais à plein d'autres occasions. Et on a aussi, là en 2024 par exemple, on a à destination des entreprises de moins de 50 salariés une offre de formation gratuite qu'on achète nous en tant qu'OPCO et qu'on met à disposition gratuitement de ces entreprises. Et on y inclut maintenant en 2024 à l'échelle nationale des formations à la fois pour la détection par les managers, la formation des managers, et également des formations de résolution des soucis d'illettrisme pour les salariés qui auront été détectés. Mais ça se fait petit à petit et c'est quand même c'est un travail de longue haleine de toute manière. Enfin, c'est pas pour tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Merci beaucoup. On va prendre encore une question. Je suis vraiment désolée. Donc, on va prendre plutôt une autre question, la dernière. Oui, bonjour, Guy Betty pour Relations Entreprises pour la société Transfert. Ma question va plus se diriger pour monsieur et madame du JDEF. J'ai beaucoup entendu dans votre discours donc des parcours individualisés. J'ai beaucoup entendu décrochage, c'est ça, fâché avec l'école, décrochage. Nous accompagnons beaucoup de MNA. Alors oui, j'ai entendu individualisé, mais mineurs non accompagnés. Mineurs non accompagnés, mais qui viennent de l'étranger plus particulièrement. Et donc, eux qui n'ont jamais été à l'école, donc il n'y a pas eu de décrochage, il n'y a pas eu de fâché avec l'école. Alors, quel est le parcours que vous avez peut-être mis en place pour ce genre de public ? Juste, donc je vous laisse la parole pour répondre, mais juste monsieur, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de problématiques d'illettrisme, donc on ne parle pas de jeunes qui n'ont jamais été scolarisés ou des jeunes réfugiés ou des jeunes primo-arrivants qui ont été scolarisés dans leur pays d'origine et qui sont venus ici pour apprendre le français comme langue d'accueil. Mais voilà, donc je laisse à Aïcha ou... Merci. Et le conseil régional a mis en place des dispositifs qui permettent d'accueillir ces publics pour ne pas obstruer le temps de communication et de parole. Je vais m'arrêter là-dessus. Mais les MENA peuvent intégrer et ils ont droit au même titre que tout autre public d'un accompagnement. Mais comme dit l'ami Halal, c'est une problématique dont on peut échanger ailleurs, je pense. Sinon, on va noyer l'objet.
Après, juste par rapport au MNA, si je peux me permettre, l'aide sociale à l'enfance met en place aussi des moyens pour pouvoir les accompagner. Bien sûr, s'ils ne sont pas en contrat jeune majeur ou autre chose. Je connais très bien la problématique des MNA, mais l'aide sociale à l'enfance, donc normalement, met en place des dispositifs pour pouvoir les aider et les accompagner. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de passer du coup à la deuxième table ronde, je vous invite à regarder un témoignage, le témoignage d'un chef cuisinier qui est passé par l'apprentissage pour devenir par la suite donc chef et pour intégrer après l'Élysée. Donc il est devenu le chef donc de l'Élysée. Je viens au festival depuis de nombreuses années et le but de ce festival, c'est de sensibiliser justement sur l'illettrisme. Une partie des ventes sont justement pour cette association La Lecture pour tous et malheureusement on sait que beaucoup de Français sont touchés aujourd'hui par l'illettrisme et on espère que des moments comme celui-ci vont permettre de changer ça. Déjà leur dire, et on en rencontre qui viennent sur le festival, leur dire que ce n'est pas grave en soi, que ça peut justement évoluer et leur donner le goût à la lecture et l'envie d'aller vers des lectures peut-être plus faciles, qui les passionnent. C'est aussi le but de ce festival, de leur faire rencontrer des artistes pour que, je sais pas, s'ils sont fans de telle chanteuse, de tel acteur, ça permet des fois d'aller vers la lecture et d'aller vers la personne qu'ils apprécient pour ça. Donc ce festival est là pour changer ça. J'aime lire depuis longtemps et j'étais à une époque aussi où on avait encore des prix de lecture à l'école et je me souviens très bien d'un des livres qui pour moi était un livre de grand. J'étais en CM1 pour mon passage en CM2. J'ai eu un prix de lecture, c'est Où tu porteras mon deuil, dans une très belle édition et j'ai lu et relu ce livre plusieurs fois depuis maintenant plus de 35 ans que j'ai ce livre et c'est vrai que c'est le livre qui a déclenché chez moi l'envie d'aller vers des livres, des lectures pas forcément de mon âge, mais justement où on pouvait voyager, découvrir d'autres univers, découvrir d'autres pays. C'était l'époque avant Internet, avant tout ça, où il fallait vraiment lire pour apprendre, pour se renseigner. Et puis les encyclopédies comme Tout l'univers et ainsi de suite, avec beaucoup d'images, avec des choses pas forcément avec un suivi, pas forcément des choses qui étaient cohérentes entre elles, mais qui nous faisaient découvrir beaucoup de choses. Donc voilà, moi c'est ce que je dis aux jeunes, mettez-vous à la lecture, vous verrez, c'est passionnant, ça vous permet aussi de développer votre imaginaire et vous découvrez plein de choses, plein de gens, plein de pays, plein d'intérêts et l'intérêt justement de cette lecture, c'est que c'est à votre rythme et comme vous le pensez et comme vous en avez envie. Voilà, donc c'est le témoignage de Guillaume Gomez, qui est devenu chef cuisinier à l'Élysée et qui a eu des grandes difficultés et qui est passé par l'apprentissage, qui lui a permis par la suite de retrouver sa voie. L'apprentissage et l'alternance de manière globale est un outil vraiment formidable pour permettre aux jeunes en grande difficulté de pouvoir accéder donc à l'insertion durable et accéder à réaliser leurs projets et trouver leur voie et devenir libres donc dans leur choix. Donc là, on va passer du coup à la deuxième table ronde qui sera animée par Cécile Jaffray et qui abordera la question de l'accompagnement.